Bien, merci beaucoup Jean Birnbaum de votre invitation. À vrai dire, je suis particulièrement heureux d'être parmi vous aujourd'hui au Mans, puisqu'il y a une vingtaine d'années, j'étais dans le public comme étudiant en histoire, avant les attentats du 11 septembre 2001, et je suivais les débats du Mans. Donc lorsque j'ai été invité, j'ai évidemment immédiatement dit oui, compte tenu de cette histoire personnelle, et aussi parce que le thème, en effet, me semble important, essentiel, au cœur de notre actualité politique et stratégique, comme ça a déjà été dit. Alors, je voudrais vous raconter une histoire de vie, car les vies sont parfois au moins aussi éclairantes et exemplaires que les concepts philosophiques, comme l'a dit le regretté Tzvetan Todorov dans un livre magnifiquement intitulé « La signature humaine », où il retrace la vie de grands philosophes, de grands écrivains, avec l'idée d'en tirer des enseignements à la fois philosophiques, anthropologique et littéraire. Je voudrais vous raconter la vie d'un philosophe politique qui a pensé l'ennemi, un philosophe aujourd'hui un peu oublié, même s'il a été mentionné à l'instant par Mélanie Rosselet, à vrai dire aussi un peu marginalisé, notamment en raison de ses prises de position à la fin de sa vie à la droite de la droite. Il s'agit de Julien Freund, un philosophe qui est né en 1921 en Alsace et qui est mort au début des années 90, qui a été l'un des premiers traducteurs de Max Weber, notamment de ses fameuses conférences sur le savant et le politique, et l'introducteur en France de Carl Schmitt. Carl Schmitt, dont vous avez entendu parler hier avec Jean-François Kervégan et à l'instant donc avec Mélanie Rosselet. Carl Schmitt qui définit, comme vous le savez maintenant, le politique à partir des catégories de l'ami et de l'ennemi. Julien Freund étant, disons, l'un de ses disciples. Alors, la vie de Julien Freund est intéressante pour notre sujet parce que durant sa jeunesse, il avait 20 ans pendant la Deuxième Guerre mondiale, il s'est engagé dans la résistance et parallèlement dans une action politique et syndicale, dans cette époque où différentes sensibilités pouvaient cohabiter autour d'une cause commune qui était celle de la résistance à l'ennemi et à l'hitlérisme. Et cependant, Carl Schmitt a consacré sa vie à la philosophie. Il le dit au moment de la soutenance de sa thèse, j'y reviendrai, parce qu'il a assisté à un certain nombre de règlements de compte à la Libération, règlements de compte politiques qui relèvent de la vie politique telle qu'en elle-même, mais aussi règlements de compte personnels qui l'ont conduit, par exemple, il le raconte dans son autobiographie, à assister impuissant à un viol et à l'assassinat d'une camarade de lutte. Et il dit dans cette autobiographie, je détestais tout ce que faisait l'hitlérisme et maintenant je voyais qu'on tuait des innocents. Donc Julien Freund démissionne de tout cela, de la politique, et il s'engage dans cette vocation de savant, consacrant sa vie à la méditation et à la théorisation. Il passe l'agrégation de philosophie en 1949 et entame une thèse de philosophie intitulée L'essence du politique, dont le but est d'analyser le phénomène politique sur la base de cette expérience vécue, mais aussi de la lecture des grands auteurs de la tradition. À l'époque, à la Sorbonne, il n'y a pas de philosophie politique. Il n'y a pas de chaire de philosophie politique, ou plus ou moins il y en a une. Elle est occupée par Vladimir Yankelevitch, qui est un moraliste, ce qui est en soi significatif peut-être d'une certaine époque, à la fois très politisée et très peu politique. Il s'inscrit alors avec Jean Hippolyte, historien de la philosophie, spécialiste de Hegel, dont vous avez également entendu parler hier par Jean-François Kervégan. Évidemment, Hegel, qui est un auteur important pour questionner la politique. Et donc Hippolyte accepte de le prendre sous sa direction. Et Freund écrit dans les premières pages de sa thèse, il n'y a de politique que là où il y a un ennemi. Inspiré donc par Carl Schmitt, qui défend la même idée dans la notion de politique. La politique est définie donc à partir de son fond conflictuel, comme pouvait le faire Machiavel. Le rôle du politique est donc de l'État souverain étant d'une part d'assurer l'amitié civile à l'intérieur de la cité et d'autre part de se défendre des ennemis lorsque ceux-ci se présentent. Ennemis extérieurs, les autres États, et plus rarement l'ennemi intérieur qui vient saper les bases de l'autorité de l'État au point de menacer la cité dans le cadre de guerres civiles. Freund, ça a été un petit peu mentionné par Mélanie, donc je reprends en quelque sorte l'histoire, envoie les 100 premières pages de sa thèse à Hippolyte pour demander son avis.
Et celui-ci le convoque et lui exprime sa réprobation. Et il dit, je cite, « Je ne puis diriger en Sorbonne une thèse dans laquelle on déclare il n'y a pas de politique, il n'y a de politique que là où il y a un ennemi. » Le pacifiste Hippolyte rejette la thèse de l'ancien résistant Julien Freund, car il ne peut accepter cette vision de la politique. Alors Freund n'abandonne pas sa thèse, il n'en démord pas, et à la gare de l'Est, avant de reprendre le train pour Strasbourg, où il habite, où il enseigne la philosophie en prépa, il écrit à Raymond Aron, élu entre-temps professeur à la Sorbonne, après d'ailleurs beaucoup de difficultés. Et Raymond Aron a été élu à la Sorbonne à 50 ans. Quand on sait l'œuvre qui était la sienne déjà, ça interroge sur le climat universitaire. Raymond Aron, vous le connaissez sans doute, il est né en 1905, il est mort en 1983, et lui-même a été très profondément marqué par la guerre. Avant la guerre, il était socialiste, élève du philosophe pacifiste Alain, et il a découvert lors d'un séjour en Allemagne les horreurs du nazisme, et en même temps la pensée de Max Weber, ce qui l'a conduit également à revoir son projet de vie, initialement orienté sur la philosophie des sciences, et son projet intellectuel consacré désormais à penser l'histoire en train de se faire, à penser la politique, penser à partir de la philosophie politique. Les démocraties avaient été désignées comme l'ennemi de Hitler, et il s'agissait donc de penser la manière de résister à cette menace. Et après la Deuxième Guerre mondiale, les blocs de l'Ouest et le bloc de l'Est s'étaient désignés mutuellement comme ennemis, et il s'agissait donc de penser la manière de préserver la liberté. Et on sait que Raymond Aron avait choisi sans ambiguïté les États-Unis et le bloc de l'Ouest, compte tenu de la nature du régime stalinien. Comment armer la sagesse, comment défendre la démocratie et la liberté dans un contexte où les totalitarismes les ont désignés comme ennemis? Telle était au fond la question de Raymond Aron, qui considérait bien que les démocraties sont fragiles, mais qu'elles doivent, précisément en raison de cette fragilité, se défendre contre leurs ennemis totalitaires, liberticides et mortifères. Revenons à Freund, ou plutôt à ce trio, Freund, Aron, Hippolyte, mais en fait nous restons dans notre sujet, c'est-à-dire non seulement l'ennemi, mais la manière de penser la guerre lorsqu'on est démocrate. Vient le moment de la soutenance de thèse, que Mélanie a mentionné, donc je vais peut-être aller plus vite. Soutenance de thèse devant un public nombreux. Aron a convié Jean Hippolyte à cette soutenance pour marquer en quelque sorte la volonté de se rappeler cette histoire. Et Aron commence d'ailleurs de la manière suivante, je peux pas résister à l'envie de citer Aron au début de cette soutenance, vous connaissez mon goût pour cet auteur. Je voudrais saluer Monsieur Freund qui va soutenir cette thèse que je trouve géniale, mais je voudrais également souligner le fait que c'est un résistant. Qu'un résistant ait pu faire une thèse pareille, c'est extraordinaire. C'est la raison pour laquelle je vous demande de vous lever. Il a influencé un petit peu le jury sur la thèse, mais enfin, c'était de bonne guerre, si j'ose dire. Et vient le moment d'échange avec Hippolyte que Mélanie a raconté, cette passe d'armes entre les deux philosophes, où en effet, Freund explique voilà, Hippolyte pense que c'est nous qui désignons l'ennemi alors que c'est lui qui nous désigne. Hippolyte répond en disant que dans ce cas-là, il lui reste plus qu'à cultiver son jardin, ça va plus loin. Du moment, lui répond Freund, que vous soyez, qu'il veut que vous soyez l'ennemi, vous l'êtes, et il vous empêchera même en effet de cultiver votre jardin. Ce à quoi Hippolyte répond: si vous avez raison et que je ne peux donc pas cultiver mon jardin, je n'ai plus qu'à me suicider. Cette réponse est évidemment bouleversante. Le philosophe pacifiste qui ne peut accepter de rester dans ce monde marqué par le conflit et l'ennemi. Il nous fait penser à Stefan Zweig, qui lui-même s'est suicidé dans des circonstances proches. Mais le suicide d'un homme ne fait pas disparaître le problème qui continue à exister pour les autres. Et cette inconséquence politique, aux yeux de Freund et d'Aron, du pacifiste radical qui préfère disparaître, est incompréhensible. Que faire de cette histoire? D'abord, nous ne choisissons pas toujours nos ennemis, pour répondre à la question qui est celle de ma conférence, et à vrai dire, nous ne devrions jamais le faire. J'y reviendrai. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que même lorsque nous désignons des ennemis, ce qui est une erreur,
le fait majeur, le fait préoccupant, le fait international et peut-être même le fait politique par excellence, c'est lorsque l'ennemi nous désigne, nous faisant entrer dans le jeu morbide des actions réciproques et nous faisant entrer en guerre, une guerre que nous n'avons pas choisie, mais une guerre qui est juste dès lors qu'elle consiste à nous défendre. La guerre, ça a été bien dit par Clausewitz, le fameux penseur du 19e siècle, auteur d'un traité de la guerre relève d'une action réciproque où les ennemis se reconnaissent mutuellement comme tels. Et si Clausewitz a dit que la guerre n'est rien que la continuation de la politique avec l'appoint d'autres moyens, il a aussi dit un autre point fondamental qui est que la guerre est un affrontement des volontés, un duel à grande échelle. Et de ce point de vue, la guerre, ce n'est pas seulement la guerre entre États, contrairement à ce qu'on peut imaginer lorsqu'on lit Clausewitz et lorsqu'on l'interprète. La guerre, c'est l'affrontement d'entités politiques qui expriment une volonté de type politique. Et donc, de ce point de vue, il n'y a pas de guerre sans ennemi, non pas au sens d'un ennemi radical, mais au sens de l'ennemi comme cadre politique et juridique, permettant de définir la guerre, mais aussi peut-être de la limiter. C'est peut-être cette idée-là, comme le suggérait déjà Mélanie, que nous avons oubliée au lendemain de la guerre froide. Et je voudrais, dans les 10 dernières minutes qui me restent, proposer une caractérisation, en quelque sorte, une typologie, si on veut, des manières donc de penser, de caractériser l'ennemi. Et la première caractérisation qui nous vient à l'esprit, c'est celle de l'avoir oublié, cet ennemi. Au fond, la fin de la guerre froide a été marquée par l'idée que, au fond, ce serait la fin de l'histoire, non pas la fin des guerres. Fukuyama n'a jamais dit cela, mais l'idée selon laquelle il y aurait une conversion, pour reprendre la formule de Mélanie Rosselet, une conversion à un modèle démocratique et libéral qui était plus aimable que les autres modèles et qui nous conduirait, et qui conduirait y compris les pays non démocratiques, à être convertis, comme la Russie ou la Chine. Non seulement c'est pas ce qui s'est passé, mais en plus, l'entrée de ces pays, et notamment de la Chine, dans la mondialisation économique et financière, a été un levier pour développer le nationalisme autoritaire. Et ça a été vraiment, probablement une erreur d'appréciation de nos régimes libéraux, d'avoir pensé que cette conversion était possible, dès lors que le monde, comme le dit Carl Schmitt, est plutôt un pluriversum, une pluralité d'États qui pensent différemment, plutôt qu'un universum où la conversion serait possible. Et ça nous a conduit à une erreur fatale, qui est le désarmement, dont aujourd'hui on paye le prix fort, et dont on risque de payer le prix fort dans les prochains mois ou les prochaines années, avec la disparition en 1994, après la guerre froide, de la notion d'ennemi, alors même que, précisément, elle n'a pas vocation à disparaître. Donc, premièrement, oublier l'ennemi. Et puis, il y a eu les attentats du 11 septembre 2001. Le retour, entre guillemets, de la guerre. Et une tentation, en quelque sorte inverse, sans doute dangereuse également, qui a été de désigner l'ennemi, voire de le criminaliser à travers cette fameuse doctrine de la guerre globale à la terreur, doctrine élaborée par George W. Bush au lendemain des attentats du 11 septembre et de ses conseillers néoconservateurs. L'ennemi avait disparu et il était réapparu en effet sous les traits du terroriste, mais à travers une guerre globale contre la terreur. Il n'y a pas de guerre globale. Toutes les guerres sont nécessairement situées dans un environnement politique avec un ennemi clairement désigné. La terreur n'est pas un ennemi. Les seuls ennemis qui existent, ce sont les groupes politiques qui utilisent ce moyen d'action. Et troisièmement, l'ennemi n'est pas un criminel, c'est un ennemi qui exprime une intention politique. Al-Qaïda et Daesh, par exemple, expriment une intention politique, et de ce point de vue, il peut exister des guerres contre ces acteurs, mais certainement pas des guerres globales contre la terreur. Troisième, une caractérisation de l'ennemi dans la période donc d'après-guerre froide,
un ennemi qui serait dans la suite de ce qui s'est passé au lendemain des attentats du 11 septembre, partout, et donc nulle part. L'idée développée par mon collègue et ami Jean-Baptiste Jean Genvillemer dans un ouvrage Le réveil stratégique, sous-titré Essai sur la guerre permanente. Si la guerre est permanente, alors la paix est impossible, alors la paix est nulle part. Si la guerre est permanente, l'ennemi est partout et donc nulle part. Le développement des guerres sous le seuil, guerre hybride, guerre cognitive avec l'usage de l'information, du deepfake, de l'influence, guerre cyber, guerre économique et commerciale, tous ces problèmes-là sont sérieux, sont graves, doivent être traités stratégiquement, mais ils posent un problème essentiel du point de vue de notre réflexion sur l'ennemi, qui est le problème de l'attribution, notamment dans ce qui concerne le cyber. Comment identifier l'ennemi? Comment savoir ses intentions dès lors que la nature de ces guerres est précisément de se noyer dans le flot continu des informations et des bruits? L'ennemi se dissout dès lors dans des catégories plus larges et qui sont des catégories différentes de celles de l'ennemi, c'est-à-dire l'adversaire, le concurrent. Et l'erreur serait en quelque sorte d'amalgamer ces catégories à celles d'ennemis dont on a vu qu'elle est bien spécifique, qu'elle renvoie à une dimension spécifiquement politique. Quatrième et avant-dernière caractérisation de l'ennemi, le retour de l'ennemi intérieur, ou plutôt l'importance prise dans les dernières années par le paradigme de la guerre civile. En fait, si on regarde aujourd'hui les conflits, alors il est difficile de les caractériser comme vous l'avez compris, mais ce qui est frappant, c'est de voir à quel point ce paradigme de la guerre civile, non seulement les conflits armés non étatiques sont de plus en plus nombreux par rapport aux guerres interétatiques, même si aujourd'hui elles reviennent, mais aussi c'est ce paradigme de la guerre civile qui semble dominer les relations internationales à travers trois figures. D'une part, depuis les années 90, les guerres dites ethniques ou économiques, qu'on observe par exemple au Tigré ou en RDC. Je rappelle que le conflit au Tigré, en Éthiopie, dont on ne parle presque pas, est le conflit qui a été le plus meurtrier sur une période très courte. On parle de 600 000 morts, qui dépasse de loin en termes d'intensité, enfin de loin en tout cas, désolé de faire cette comptabilité morbide, mais qui est au moins aussi considérable que ce qui se passe en Ukraine par exemple, ou ailleurs. Ensuite, les guerres civiles mondialisées, donc au fond c'est ça qu'on a observé à travers le terrorisme, la guerre globale contre la terreur. C'est l'idée qu'il y aurait une guerre civile mondiale, une guerre civile mondialisée où finalement les acteurs étatiques seraient en quelque sorte dépassés par des acteurs transnationaux qui constitueraient une menace pour le système international des États. J'ai dit à quel point cette hypothèse est dangereuse. Et puis enfin, une troisième forme de guerre civile qui doit nous inquiéter, une stasis, dirait Ninon Granger, c'est-à-dire une situation de sédition, d'opposition au sein des cités, et notamment des cités démocratiques, qui peuvent déboucher potentiellement sur des guerres civiles. Aujourd'hui, aux États-Unis, le spectacle que nous offre la démocratie américaine est un spectacle que nous pourrions connaître. C'est un monde, une société où les gens non seulement ne se parlent plus, mais sont prêts potentiellement à prendre les armes contre leurs ennemis de l'intérieur ou ceux qu'ils désignent non plus comme des adversaires, mais comme des ennemis. Et la coagulation de ces trois formes de guerre civile est extrêmement préoccupante. Et puis cinquième et dernière, il y en a peut-être d'autres, figure de l'ennemi, la guerre civile pouvant être définie d'ailleurs comme la guerre que se font les citoyens lorsque les citoyens se désignent mutuellement comme ennemis. Eh bien, cette situation aujourd'hui de guerre civile internationalisée que nous observons à travers les conflits les plus importants, et notamment depuis la Syrie, on peut considérer que 2013, c'est un tournant dans les relations internationales, où peut-être d'ailleurs parmi des interventions ratées ou des échecs, Irak, Afghanistan, Libye, la seule intervention qui n'ait pas eu lieu et qui était peut-être nécessaire, en tout cas ça se discute, où finalement la faiblesse des démocraties libérales a fait donner des ailes à la Russie qui a sauvé le régime de Bachar el-Assad
à partir d'une situation qui était d'abord une guerre civile et qui est devenue une guerre régionale et internationale. Et le problème de ces guerres civiles internationalisées, c'est que d'une certaine manière, elles combinent le pire de chaque forme de guerre. Le pire de la guerre civile et le pire de la guerre interétatique dans cette dimension d'escalade. L'ennemi n'est plus l'ennemi public, un ennemi avec qui, un jour ou l'autre, il faut faire la paix. L'ennemi est un ennemi radical, aussi bien en Ukraine qu'à Gaza. L'ennemi est considéré comme celui qu'il faut absolument détruire, qui n'est plus finalement un autre stratégique, mais simplement donc un ennemi total à faire disparaître. Or, la seule guerre juste, je l'ai déjà dit, c'est la guerre qui consiste à se défendre, et pas celle qui consiste à conquérir et à plus forte raison à détruire. Les critères de la guerre juste sont les critères de légitime défense, des critères d'autorité légitime, des critères de proportionnalité. On a parlé, je crois, hier un petit peu du conflit à Gaza. La vraie réflexion qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est une réflexion sur cette question de la proportionnalité et sur, évidemment, les intentions politiques des uns et des autres qui conduisent à ce que Raymond Aron avait qualifié déjà en 1967 de tragédie. Je conclus, pour rester dans le temps imparti. 2 choses. Non, nous ne choisissons pas toujours notre ennemi, pour répondre à la question, et à vrai dire, nous ne devrions jamais en choisir un. Si l'ennemi existe comme possibilité, à l'échelle des États, bien sûr, cela ne justifie pas de lancer contre lui une guerre au motif que nous devons le détruire ou l'éliminer. Nous vivons certes à l'ombre de la guerre, comme le disait Raymond Aron, mais nous ne sommes pas tenus de faire de cette ombre une réalité. À plus forte raison, si nous nous réclamons d'un régime libéral qui promeut la paix civile et internationale par les voies de la politique, le multilatéralisme, de l'éthique, une éthique de la prudence et du droit international, dont Mélanie Rosselet a rappelé en conclusion la centralité. L'erreur des puissances occidentales ces dernières années a été double. La première, c'est d'avoir pensé que l'ennemi pouvait disparaître, que nos valeurs, entre guillemets, démocratiques et libérales allaient emporter une totale adhésion et pacifier les relations internationales. La deuxième erreur, peut-être pire, est d'avoir désigné des ennemis et d'avoir mené des guerres de choix, et non pas des guerres nécessaires, qui se sont soldées non seulement par des échecs politiques, Afghanistan, Irak, Libye, mais qui ont constitué des fautes morales, au sens où il y avait une dissonance à prôner la paix tout en utilisant la force pour l'imposer. La paix par le commerce, c'est-à-dire la paix sans ennemi, et la paix par l'empire, c'est-à-dire la paix où l'ennemi doit être absorbé par la force, sont les 2 erreurs, les 2 illusions des 30 dernières années. Mais rassurez-vous, ou en tout cas, ne vous méprenez pas. Lorsque je dis cela, je ne dis pas que les puissances occidentales sont responsables de l'ennemi qui les a désignés. La Russie et la Chine, ou le Hamas, n'ont pas besoin de nous pour nous désigner comme ennemis. La seule paix qui existe politiquement, la seule paix qui permette de transformer l'ennemi en adversaire, en concurrent, voire en partenaire ou en allié, rêvons un peu, ou en ami, rêvons encore davantage, c'est la paix politique encadrée par le droit, la paix du traité, la paix négociée, la paix durablement pensée et mise en œuvre politiquement. Je vous remercie.